Bonjour à toutes et à tous. Dans ce 6e module, nous allons nous intéresser au lien complexe qui peut s'établir entre athéisme et pensée critique. Quand nous avons envisagé les rapports entre la pensée critique et la politique, nous avons noté qu'un pouvoir autoritaire, qui fondait sa légitimité sur la religion, se trouvait dans une position très forte pour refuser que les individus examinent le monde et orientent leur action en usant de leur raison. En effet, cette dernière, la raison, est purement humaine. C'est la lumière naturelle, la seule dont dispose l'individu profane, donc la créature dans les 3 grandes religions monothéistes. Or, la lumière divine est bien sûr supérieure, surtout quand on considère, comme c'est le cas dans le christianisme, que la créature est affectée par le péché originel et que par conséquent, son regard sur le monde est troublé par cette imperfection. Alors l'homme a besoin de l'aide divine, ce que l'on appelle la grâce dans cette perspective, pour bien voir le monde et bien s'orienter dans l'existence. Le christianisme appelle cela gagner son salut. Dans un tel contexte, si l'homme désire malgré tout baser sa connaissance et son action sur sa propre raison critique, il le fait, bien sûr, à ses risques et périls. Et il est probable que pèsera sur lui l'accusation d'athéisme qui fut longtemps infamante. S'il se détermine sans l'aide de la divinité, on soutiendra qu'il n'en a pas besoin, et que dès lors, pour lui, elle n'existe peut-être pas. C'est la raison pour laquelle il nous faudra examiner dans la suite, de façon plus approfondie, les liens entre athéisme et pensée critique. Il faudra, bien entendu, fortement insister sur le monothéisme chrétien, parce qu'il a fortement marqué l'histoire européenne, et qu'il a été pendant très longtemps l'adversaire, on pourrait dire privilégié, de la pensée critique. Mais nous savons que la philosophie antique s'est développée dans la Grèce pré-chrétienne. Et dans cet univers mental, il y avait un très grand nombre de dieux. C'était un polythéisme et non un monothéisme. Mais les premiers philosophes, les physiciens, dont nous avons parlé, même s'ils ne s'attaquaient pas à la religion, abordaient la nature en utilisant leur seule raison et en recherchant les éléments principaux, l'eau, l'air, le feu, les atomes insécables, selon les écoles. Or, dans la religion polythéiste grecque, le monde était pour ainsi dire rempli de dieux, représentant divers éléments et forces de la nature. Notons que c'est Thalès lui-même qui aurait dit « le monde est plein de dieux », ce qui montre que nous devons rester prudents quant aux thèses défendues par les tout premiers philosophes, dont nous savons en vérité peu de choses. Les procès d'impiété contre les 10 physiciens, Anaxagore, et les sophistes, Protagoras, ne commencent que vers 430, c'est-à-dire plus de 100 ans après la date supposée de la mort de Thalès. Progressivement, les philosophes se sont mis à étudier la nature sans se référer aux dieux. Mais alors, la croyance en ces derniers n'allait-elle pas s'affaiblir inéluctablement? Ne considérerait-on pas les grands mythes qui racontaient l'histoire des dieux comme une représentation infantile du monde, à une époque où l'humanité n'avait pas encore développé les pouvoirs de la raison critique? Bref, à une époque où l'humanité n'était pas arrivée à maturité. Or, nous savons déjà que la religion avait une fonction politique importante. Les grandes familles aristocratiques, les eupatrides à Athènes, dirigeaient les cités. Elles monopolisaient l'exercice du culte et elles se prévalaient souvent d'une généalogie divine. Elles prétendaient descendre de tel ou tel dieu. Si la religion se trouvait affaiblie, c'était ipso facto le pouvoir aristocratique qui était miné. Et c'est bien ce qui est arrivé avec l'avènement de la démocratie au 6e, 5e siècle, avant notre ère à Athènes, au détriment du pouvoir aristocratique. C'est dans ce cadre qu'eurent lieu les procès d'impiété dont nous avons brièvement parlé précédemment. Et 2 types de philosophes qui ont été parfois traités d'athées. Il s'agissait d'une part, nous venons de le voir, des physiciens,
qui expliquaient la nature sans avoir besoin des dieux, d'autre part des sophistes. Nous avons parlé de ces derniers, tant dans la partie historique que dans notre étude de l'argumentation. Mais au fond, qu'on les considère historiquement sous leur aspect positif, c'est-à-dire en tant que professeurs de bonne argumentation, ou sous leur aspect négatif, parce qu'enseignant la manipulation des foules, dans chacun des cas, ils pouvaient être accusés de faire de la politique purement humaine, sans, à la différence des aristocrates, se référer aux dieux. Mais bien avant l'époque des sophistes, Xénophane de Colophon, 570-475, qui n'était pas lui-même athée, avait bien anticipé la question de l'athéisme possible des philosophes. Voilà ce qu'il disait. Si les bœufs et les lions avaient des mains et pouvaient peindre, comme le font les hommes, ils donneraient aux dieux qu'ils dessineraient des corps tout pareils aux leurs, les chevaux les mettant sous la figure de chevaux et les bœufs sous la figure de bœufs. Autant affirmer que les hommes ont inventé les dieux dans l'enfance de l'humanité, mais que cette dernière, arrivée à maturité, doit se débarrasser de telles illusions. On voit donc bien, dès l'Antiquité grecque, le lien entre l'exercice de la pensée critique et les accusations d'athéisme.